plongé au cœur du monde mystique de l'Afrique du Sud. Une terre d'extrêmes où de hauts sommets dénudés succèdent à des prairies foisonnantes et ondulantes. Des géants jaillissent dans le ciel et les plus vulnérables cherchent un abri. Les vastes chaînes montagneuses représentent un danger constant et un défi quotidien. Mais pour ceux qui arrivent à s'adapter, c'est le paradis. Pourtant, même pour les plus robustes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille dans le Drakensberg, rempart de lance. Les Zoulous qui vivent à l'ombre de cette chaîne montagneuse orientale l'appellent Ukalamba, le rempart de lance. En arrivant sur leur char à bœufs, les premières colonies néerlandaises l'ont baptisé Drakensberg, la montagne du dragon. Ces deux noms sont encore utilisés aujourd'hui, mais la plupart des Sud-Africains l'appellent simplement la montagne. Quel que soit son nom, la majestueuse chaîne montagneuse qui matérialise la frontière entre le KwaZulu-Natal et le royaume du Lesotho est l'un des paysages les plus impressionnants d'Afrique du Sud. Le massif du Drakensberg s'étend sur plus de 900 km au sud de l'Afrique. Il est composé d'escarpements de quartz, de pentes recouvertes d'herbes et de 3 km de tours rocheuses telles une cathédrale. De dangereux orages peuvent éclater à tout instant. Et une immense chute d'eau jaillit à 900 mètres du haut de ces falaises. Au relief accidenté des montagnes se mêle une exceptionnelle beauté naturelle. La survie ici nécessite des facultés d'adaptation afin d'utiliser la montagne à son avantage. Les températures tombent souvent en dessous de zéro durant la nuit, et pour ses habitants, le soleil levant sonne la mise en route de leur corps. Le Drakensberg abrite de nombreuses espèces d'oiseaux de proie. Ils tournoient au-dessus des montagnes et planent sur de longues distances le long des falaises et des sommets. Mais une espèce a besoin d'un peu plus d'aide pour prendre son envol. Le vautour du Cap n'est pas un lève-tôt. C'est l'un des charognards les plus répandus dans cette montagne. Il n'apparaît que lorsque le soleil pointe bien au-dessus de l'horizon et quand les vents sont assez forts pour le porter. Très sociable, il niche et perche dans de grandes colonies le long des falaises, où il attend les premiers courants pour rejoindre le sommet de la montagne. Par temps clair, il est incapable de s'envoler. Avec ses 10 kilos, il est tout simplement trop lourd.
Mais quand les conditions sont réunies, il s'élance au-dessus des falaises. Il se sert des courants ascendants qui apparaissent lorsque le vent souffle sur la crête des montagnes et va et vient pour gagner de la hauteur. Une fois élancé, le vautour bat très peu des ailes. Ses muscles sont tels qu'il est capable d'immobiliser ses ailes pour les garder étendues dans une position ascendante des heures durant. En utilisant les courants, il réduit ses nécessités de battre ses énormes ailes mesurant 1 mètre de long et utilise ainsi 3 fois moins d'énergie. Les vautours descendent et montent avec si peu d'efforts qu'ils peuvent parcourir 150 km par jour lorsque les conditions sont favorables. Ces charognards se nourrissent principalement de carcasses. Lorsqu'ils recherchent de la nourriture, ils forment un commando dans le ciel afin de couvrir de grandes zones et localiser une carcasse exploitable. Ceci implique de parcourir de très longues distances. Quand un repas potentiel est repéré, les vautours du Cap fondent sur leur proie en dessinant des cercles sur un rayon de 4,5 km et parcourent 300 mètres jusqu'au sol en moins de 6 minutes. Ces lourds rapaces ont évolué pour utiliser les courants ascendants et les dérives thermiques engendrées par la chaleur du soleil afin de maîtriser le ciel au-dessus du Drakensberg. Les vautours du Cap sont l'une des nombreuses espèces qui prennent leur envol entre les cimes. Les lammergeiers, les aigles noirs et les busards vivent tous ici. Pour bon nombre d'entre eux, la montagne représente une menace constante. Alors qu'à l'aube les rochers se réchauffent, les reptiles au sang froid utilisent la chaleur du soleil comme source d'énergie. Les affleurements rocheux du Drakensberg offrent un véritable refuge pour les lézards et un lieu idéal pour paresser. Les lézards contrôlent la température de leur corps grâce au processus de thermorégulation. Ils se servent de l'environnement pour augmenter et baisser la température de leur corps. Soit en se prélassant en plein soleil, ou en trouvant abri sous un rocher. Les montagnes abritent certaines espèces hors du commun. Ces cincidés mouchetés de roches semblent apprécier leur bain de soleil malgré la menace qui pèse sur eux. La paupière inférieure transparente des lézards leur permet de voir malgré leurs yeux fermés. Cette adaptation de l'évolution protège les yeux de ces cincidés et les protège des prédateurs. L'art du camouflage est crucial lorsque vous devez rester dehors de longues heures et que vous êtes incapable d'opérer un rapide repli stratégique.
Cela permet à la gamme des roches du Sud de se fondre dans le décor et d'être invisible depuis le ciel. Les lézards du Drakensberg ne sont pas les seules créatures à dépendre du soleil. Un serpent roi se réchauffe dans la prairie. Son sang étant froid, il doit se réchauffer avant de s'adonner à ses activités reptiliennes. Comme par exemple, chercher de quoi manger. En s'exposant de cette façon, il doit maintenant parvenir à un équilibre entre la chaleur engrangée au soleil et le vent glacial qu'il subit. Le jour commence tout doucement. Un serpent froid est incapable de chasser. Il se nourrit principalement de petits mammifères à sang chaud, comme les rats, les souris et les taupes. Il n'est pas venimeux. En revanche, il enserre ses proies de ses puissants muscles jusqu'à bloquer leur circulation sanguine. Une fois ses batteries rechargées, ce serpent d'1 mètre de long se met à la recherche de son déjeuner. Il faut exploiter la chaleur du soleil tant que cela est possible. En montagne, le temps peut très vite changer. À cette altitude, les nuits et les jours peuvent être très froids et les températures descendent souvent en dessous de 0. Pour survivre ici, il est fondamental de réguler sa température. Le daman du Cap vit en colonie pouvant aller jusqu'à 25 individus parmi les rochers et les blocs du Drakensberg. Et il n'y a rien de plus réjouissant qu'un bain de soleil. Une fois réchauffée, la colonie commence à se nourrir. La montagne leur fournit toute la nourriture dont ils ont besoin. Mais les jours de chaleur, les prédateurs patrouillent dans le ciel au-dessus du Drakensberg. Les damans sont vulnérables, mais ils sont toujours vigilants face au danger. L'aigle noir plonge. Plus il y a de perdus, mieux c'est. En montagne, le travail d'équipe peut vous sauver d'un destin funeste. La vie en groupe fournit aux damans la sécurité dont ils ont besoin pour survivre sur les pentes du Drakensberg.
Néanmoins, tous les mammifères du Drakensberg n'ont pas choisi la vie en communauté comme moyen de survie. Certains ont fait le choix d'une vie de solitude, avec l'obscurité comme seule couverture. Dans les prairies plus bas, l'un des habitants les plus secrets de ces montagnes se réveille. Une gerboise. Mesurant environ 6 cm, elle est minuscule. Vivant à l'ombre de la montagne, elle habite la savane et se nourrit de graminées. Une longue queue préhensile et des doigts spécialement adaptés lui permettent de grimper aux tiges afin d'atteindre les succulentes graines qui se trouvent à leurs extrémités. Dans ce vaste environnement, elle peut facilement passer inaperçue. Mais le Drakensberg a vécu le pire comme le meilleur tout au long de son histoire. Pour comprendre comment cette chaîne montagneuse est née, il faut remonter à 3 milliards d'années, quand cette étendue de terre faisait partie d'un supercontinent appelé Gondwana. Les scientifiques pensent qu'en ce temps-là, un gigantesque lac recouvrait la base de granit sur laquelle la montagne repose. Pendant des millions d'années, le ruissellement a charrié du sable et de la boue dans le lac, formant des couches de sédimentation qui ont durci sous le poids de l'amoncellement. Ce processus a duré jusqu'à il y a plusieurs centaines de millions d'années. Les couches de sédimentation les plus récentes sont visibles à présent dans les falaises à la base du massif montagneux du Drakensberg. Puis, il y a 160 millions d'années environ, une gigantesque pression au plus profond de la Terre a causé la fracturation du Gondwana. La lente dérive des plaques tectoniques a formé les continents que l'on connaît aujourd'hui. Pendant cette période de grands changements, d'importantes coulées de lave se sont immiscées dans les fractures de la croûte terrestre, durcissant sous forme de couches de basalte. Pendant environ 20 millions d'années, les dépôts de basalte se sont superposés pour atteindre 1,5 km d'épaisseur sur le grès inférieur. Le résultat est majestueux. Lorsque les coulées de lave ont cessé, cela a stoppé l'édification de cette extraordinaire chaîne montagneuse. C'est alors qu'un long processus d'érosion a commencé. Le long des escarpements, l'érosion suit souvent les tracés de fractures qui se forment au plus profond de la roche. Les rochers s'effritent le long de ces plans, dessinant de grandes falaises avec des formes de visages, qui s'étendent parfois sur une ligne droite de plusieurs kilomètres. Plus haut, la plupart du basalte a déjà été érodé par le temps et les éléments. Blocs et plaques ont été dépouillés, puis pulvérisés à travers les siècles d'intempéries ou avalés par les profonds ravins du Drakensberg. À présent, seules d'imposantes cimes subsistent, une chaîne de sentinelles qui surveille la plaine. Les débris issus de ce long processus ont été transformés en terre noire qui se trouve sous les pâturages recouvrant ces pentes.
De tout point de vue, ce rempart de lance porte les cicatrices des forces telluriques qui l'ont façonné à travers les âges. Mais le Drakensberg a aussi une force et un impact sur le paysage environnant. Pour cette raison, il est aussi connu sous un autre nom, le créateur de rivières. Une pluviométrie élevée combinée à un hiver neigeux et des rochers de basalte poreux font du Drakensberg le plus important bassin hydrologique d'Afrique du Sud. D'ailleurs, plusieurs fleuves importants y prennent leur source, dont 2 des plus longs d'Afrique du Sud. À l'ouest, l'Orange, long de 2200 km, se jette dans l'océan Atlantique. Et à l'est, le Toukela, long de 500 km, qui coule dans le sens opposé avant d'atteindre la côte est. En un an, plus de 2000 mm de pluie peuvent tomber sur les hauts plateaux. 4 mois dans l'année, la neige recouvre les ravines protégées et les pentes exposées au sud. Les brumes enveloppent les cimes. De forts vents battent leur sommet et des orages torrentiels éclatent régulièrement pendant les mois d'été. La pierre angulaire du Drakensberg déborde et coule de la montagne. Il n'y a rien de plus impressionnant que les chutes de Toukela. Avec un dénivelé de 947 mètres, ce sont les chutes les plus hautes d'Afrique et les 2e les plus hautes du monde. Elles sont si hautes qu'une partie de l'eau qui atteint le sol se transforme en brouillard et disparaît dans les airs. Depuis toujours, les rivières du Drakensberg portent la vie malgré des conditions hostiles. Les grenouilles de rivière sont habituées au froid. Elles vivent dans les cours d'eau à haute altitude. Certaines même passent les mois d'hiver à l'abri sous une couche de glace. Les crabes d'eau douce se reproduisent avec succès, peuplant les cours d'eau. Et l'abondance de cette nature attire les visiteurs. Une cigogne noire se nourrit le long de la rivière sur le haut plateau. Ces oiseaux migrateurs sont attirés par les montagnes quand ils se dirigent vers le nord. Une spatule d'Afrique provient également des plaines, plus bas. Ces riches terres fertiles lui offrent de la nourriture en abondance, grenouilles et crabes étant ses mets favoris. C'est l'arrêt parfait pour se ravitailler sur son calendrier migratoire. Les cours d'eau descendent la montagne et se dispersent finalement dans les vastes prairies entourant ces cimes. Même si elles ont l'air d'une masse homogène,
ces plaines sont en réalité un mélange incroyable d'espèces diverses. Ces prairies montagnardes jouissent d'une biodiversité exceptionnellement riche, permettant au Drakensberg d'être classé site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Le nombre total d'espèces végétales répertoriées représente 1/10 de toutes les espèces d'Afrique du Sud. Et étonnamment, 13% de ces espèces n'existent nulle part ailleurs. Les prairies foisonnent de vie. La vaste étendue de terre située au pied de l'imposant massif du Drakensberg abrite une faune aux formes et aux tailles des plus diverses. Chaque espèce s'est adaptée pour tirer le meilleur parti de ce que la nature lui offre. Mais pour ce faire, elles doivent parcourir de longues distances lorsque les ressources et la nourriture sont éloignées. Les chacals à dos noir se nourrissent des vies que la montagne prend. Ils récupèrent les carcasses. Pour une famille, la recherche de nourriture commence dans les prairies ouvertes. Après avoir passé une nuit glaciale abritée dans les grottes sans fin ou sur les dévers des montagnes, ce groupe de babouins chacma est descendu pour se nourrir. La famille se déplace en groupe et les plus petits sont portés. Mais dans la plaine, ils sont tous vulnérables. L'immensité de la plaine les expose, car les prédateurs aériens du Drakensberg représentent une menace constante même pour ces poids lourds. Cependant, les babouins sont des opportunistes et ce matin clair les attire hors de leur demeure nocturne. Les babouins chacma s'adaptent parfaitement et sont capables de survivre dans différents habitats. La clé de leur succès dans le Drakensberg, c'est qu'ils ne font pas la fine bouche. Leur diète est composée de tout ce qui est comestible. Quand ils cherchent à manger, ils utilisent leurs doigts pour creuser le sol dur afin d'atteindre les racines de plantes nutritives, les bulbes ou les vers. Cette technique leur a permis d'assurer leur survie dans ce paysage aride. Ces prairies attirent aussi les visiteurs qui viennent de loin. Ces cigognes blanches ont passé l'été et la période de reproduction dans certaines parties d'Europe centrale et méridionale, au Moyen-Orient et en Asie. Quand l'hiver arrive, elles entreprennent une impressionnante migration à travers l'immensité du Sahara, avant de finalement s'installer à l'ombre des lances du Drakensberg. La cigogne blanche est un oiseau principalement carnivore. Elle consomme une grande variété de proies dont des serpents, des grenouilles, des insectes et à l'occasion, certaines espèces de rongeurs.
ne fait pas la fine bouche. Presque tout lui convient. Cela lui permet de survivre grâce aux maigres offrandes du Drakensberg. La cigogne blanche est un oiseau de caractère, mais il n'est pas le seul à être attiré par le Drakensberg. En bas des plaines, de gros ruminants se rassemblent. Mais ils paraissent minuscules dans ce paysage. Les gnous noirs migraient autrefois par milliers à travers la région. Mais l'activité humaine les a confinés au territoire du Drakensberg. De petits troupeaux parcourent les pâturages et les plateaux pour paître. Ces survivants sont solides. Leur épais manteau sombre les protège mieux du froid que leurs cousins, les gnous bleus. Ils sont donc plus résistants. Ils n'ont besoin que de très peu de protection pendant la saison froide à cette altitude élevée. Malgré l'abondance qu'offre la terre du Drakensberg, les règles de la savane africaine s'appliquent aussi ici lorsqu'il s'agit de territoire. C'est le principal objet de discorde pour les mâles gnous. Leurs territoires doivent être à la fois source de nourriture, d'eau, et doivent fournir un sol ferme durant les pluies. La compétition pour de tels privilèges est rude. Les individus dominants devront régulièrement faire usage de leurs cornes pour repousser les prétendants. Les combats sérieux, quoique rares, peuvent avoir une issue fatale. Il semble que ces deux-là n'iront pas jusque-là. Avec tant de ruminants en compétition pour cette succulente herbe grasse de montagne, certains ont dû se résoudre à trouver un territoire plus haut. L'antilope grise vit sur ces pentes abruptes. Son évolution l'a conduite à survivre ici en se nourrissant d'herbes qui seraient inaccessibles ou rédhibitoires pour la plupart des autres antilopes du Drakensberg. L'antilope grise vit dans les zones les plus arides du Drakensberg, où certaines des premières espèces à s'y être installées continuent de prospérer. L'une des premières formes de vie qui s'est développée a eu une influence durable. L'arrivée du lichen constitue une étape essentielle dans la colonisation de la roche nue. Alors que la terre s'entassait dans les fissures des rochers, des restes de lichen morts ont commencé à s'accumuler et des plantes plus grandes en ont résulté.
Quand ils colonisent une roche, ils la fendent encore plus et ils ajoutent leur propre corps mort à la pile. Créant de la terre dans laquelle des graines de petites plantes seront en mesure de prendre racine et pousser. Mais l'ensemble du processus commence avec l'humble lichen. Et sans lui, le Drakensberg aurait une toute autre apparence. Partout sur ce territoire, la faune et la flore s'est adaptée pour survivre à des conditions extrêmes. À cette altitude élevée, le sol est comme une éponge sèche. Cela l'empêche de geler quand le froid est sévère. Au-dessus de la limite arborée, les plantes survivent car nombre d'entre elles ont des racines et des bulbes souterrains. Pendant ce temps-là, en aval, une experte borde les ruisseaux et les rivières qui descendent de la montagne. C'est la mousse, et elle est parfaitement adaptée à son environnement humide. Faisant partie d'une ancienne lignée, elle fait partie des premières plantes à avoir colonisé les massifs montagneux. À l'instar du lichen pionnier. Elle prospère idéalement sur les parois rocheuses humides et ombragées du Drakensberg, qui est son habitat favori. Et elle constitue également une cachette parfaite pour un chasseur. Le cobra du Cap se sert de son environnement comme camouflage. Seule sa respiration le trahit. Tapis le long des ruisseaux, rivières et marais du Drakensberg, il est à la recherche de son repas. Il se nourrit d'amphibiens, comme le crapaud du carreau qui se fond dans les berges rocailleuses. Parfois, malgré un excellent camouflage, la meilleure défense, c'est de battre en retraite. Tandis que la lumière du soir caresse la prairie, ses habitants se dirigent vers un abri. Les cigognes blanches doivent composer avec toute forme de terrain surélevé. Un arbre isolé fera l'affaire. Les voyageurs se réunissent en colonies informelles. Les babouins chacmas ont aussi besoin d'un toit. Ils retournent dans les grottes sécurisées de la montagne. Ce ne sont pas les premiers primates à utiliser des grottes pour abri. Au fil du temps, ils sont nombreux à avoir surplombé ce paysage dramatique. Formées au cours des siècles par un long processus d'érosion, ces cavités ont servi de refuge face aux éléments de la nature.
Pendant plus de 4000 ans, elles ont abrité les indigènes San, qui se sont adonnés à l'art rupestre. La collection la plus grande et prolifique d'Afrique. On recense plus de 600 sites et 35 000 dessins dans le seul Drakensberg. Les Bushmen ont été attirés par l'abondance du gibier des pâturages environnants. Les dessins rendent compte avec force détail de leur existence de chasseurs-cueilleurs. Parmi les animaux figurant sur ces peintures, l'élan a un rôle prépondérant. La quantité et la qualité des peintures d'élan est considérable, suggérant qu'ils étaient très importants dans la culture San. Alors que la plupart des autres animaux sont peints de façon monochrome, les élans, eux, sont déclinés dans plusieurs couleurs, avec des techniques d'ombre sophistiquées. Aujourd'hui, l'élan a encore un rôle central dans l'histoire du Drakensberg. Il est le mammifère le plus commun de cette zone, avec une population s'élevant à 2000 individus, soit 20% de la population sud-africaine. L'élan du Cap se déplace habituellement par troupeau de 15. Même à distance, ce géant de 900 kg est reconnaissable entre tous. Sa taille unique et son imposant fanon autrefois apprécié par les Bushmen pour sa haute teneur en graisse confèrent à cet animal son statut d'icône. La montagne a protégé la vie à travers les âges. Mais à la fin du XIXe siècle, les San ont totalement disparu du Drakensberg. Ils ont été chassés par les colons européens, laissant derrière eux leurs peintures. Selon les données connues sur leur détérioration, la majorité des peintures rupestres qui ont subsisté dans le Drakensberg remontent aux 1000 dernières années d'occupation, ou tout du moins au dernier siècle. Aujourd'hui, elles offrent un aperçu du passé et rappellent aux vivants qui étaient ces gens qui ont vécu, survécu et se sont battus pendant des siècles sur ce territoire de l'extrême. Tandis que certains sont venus et repartis, d'autres sont restés et ont prospéré. Conquérir le Drakensberg n'est pas chose aisée, mais si elle est clémente, la montagne offrira asile et protection à ceux qui sont prêts à y vivre. L'imposant rempart de Lens est un formidable mais impitoyable paysage. Un territoire hostile à l'état sauvage, où règnent des conditions qui font de chaque jour un défi. Mais pour ceux qui sauront le relever, ils seront récompensés. Dans les recoins cachés de la montagne, une foule de créatures a trouvé refuge. Tandis que certains planent sur les cimes, d'autres vivent dans leur ombre.
S'étendant aussi loin que l'œil puisse voir, il est appelé rempart de lance non sans raison. Royaume de contraste, cet implacable territoire abrite également une vie si riche qu'il est l'un des plus grands trésors cachés d'Afrique du Sud. Le massif du Volkberg en Afrique du Sud est l'écrin naturel d'incroyables enclaves de beauté et de diversité. Un monde perdu, voilé de brumes argentées. Le royaume somptueux de la reine de la pluie. Des forêts vierges grouillant de vie. Des plantes préhistoriques géantes, témoins du temps où les dinosaures régnaient sur notre planète. Découvrez l'ultime bastion montagneux de la forêt primaire africaine. Les imposantes montagnes du Drakensberg. 400 km de cimes escarpées, longeant la côte orientale de l'Afrique du Sud. Elle sépare le centre du pays, très aride, de l'air humide de l'océan Indien. Aux confins septentrionaux de cette cordillère montagneuse se trouve le massif du Volkberg, ce qui signifie la montagne nuageuse en afrikaans. Elle a été baptisée ainsi car elle est souvent nimbée de brouillard. Un paysage montagneux varié, alternant les versants couverts de prairies verdoyantes et les profonds ravins forestiers. Une des forêts les plus rares du monde. À travers ce paysage, 3 espèces de primates ont su évoluer et s'adapter aux difficultés et aux richesses de ce jardin dans les nuages. C'est l'été dans le Volkberg et ces vervets sont à la recherche d'un petit déjeuner. Les vervets vivent un peu partout en Afrique du Sud. Mais ils quittent rarement la cime des arbres où ils se sentent en sécurité. Ils vivent en groupe dans des clans familiaux comptant parfois jusqu'à 70 membres. Mâles et femelles cohabitent dans une stricte hiérarchie que l'on fait souvent respecter par la force. Aujourd'hui pourtant, l'agressivité n'est pas de mise. En effet, nous sommes au mois de décembre, c'est l'été, et les fruits favoris des vervets se trouvent en abondance dans les arbres. Notre petite troupe s'apprête à traverser son territoire. Les singes sont en route pour l'extraordinaire forêt de cicadales de Modjadji, qui se trouve également dans ce massif montagneux.
Il s'agit de la plus grande réserve de cicadales d'une même espèce de la planète. Les cicadales sont des plantes préhistoriques qui existaient déjà au temps des dinosaures. Pendant le Jurassique, il y a près de 180 millions d'années, les cicadales comptaient parmi les plantes les plus courantes. Si l'histoire de cette forêt est ancienne, il faut savoir que chaque arbre pousse très lentement et a une durée de vie très longue. Certains d'entre eux ont plus de 1000 ans. Cette forêt originelle, qui pousse ici depuis plusieurs millénaires, est aujourd'hui menacée par l'invasion d'arbres exotiques. En effet, la forêt est cernée par des plantations d'arbres. Durant l'été, lorsque la forêt de cicadales regorge de fruits, les vervets viennent quotidiennement en visite pour se régaler de ces cônes géants. Mais les vervets ne sont pas les seuls singes à venir récolter les fruits des forêts enchantées de cette chaîne montagneuse. Les cercopithèques sont les proches cousins des vervets, mais sont encore plus dépendants de ces forêts. Ils constituent l'unique espèce exclusivement arboricole de la région. Une fourrure épaisse les protège du froid et leurs sourcils blancs si caractéristiques abritent leurs yeux de la pluie. Leur très longue queue leur permet de trouver l'équilibre. Pour ces singes qui vivent à 20 mètres au-dessus du sol, dans un écosystème menacé, chaque jour qui passe est un numéro d'équilibriste. L'été dans le Volkberg, la nourriture est abondante. Mais la pluie également. Les nuages qui nimbrent ces montagnes naissent à 500 km de là, en direction de l'est. Les vents d'est en provenance des eaux chaudes de l'océan Indien balaient la côte. Cette air humide qui se dirige vers la terre ferme est arrêtée par le Volkberg. En prenant de l'altitude, cet air se refroidit, puis se condense pour former les nuages qui ensuite donneront de la pluie. Contemplez le royaume de la reine de la pluie. Les tribus de la région pensent que leur monarque a le pouvoir de contrôler la pluie. Ici, la pluie et ses pouvoirs sont vénérés. Pendant tout l'été, les plaines à flanc de montagne sont copieusement arrosées, ce qui crée les conditions idéales pour permettre à l'herbe de pousser. Plus d'une cinquantaine d'espèces animales vivent dans ces prairies et se sont adaptées à ces sols très irrigués mais pauvres en nutriments. La terre n'est pas assez riche, si bien que les arbres et les buissons peinent à survivre dans ces zones pentues. Par ailleurs, ils doivent aussi affronter les feux saisonniers. Les forêts ne peuvent donc survivre que dans les ravins humides. L'alternance de forêts et de plaines qui en résulte est vitale pour un bon nombre d'espèces. Les babouins chacmas sont les plus grands singes de la région. Les mâles peuvent atteindre un poids de plus de 50 kg. Comme les vervets, ils vivent en société et au sein de chaque clan règne une organisation très stricte. C'est le mâle dominant qui décide de tout. Il dirige sa troupe et se sert en premier lorsqu'il y a de la nourriture.
Il est expérimenté et connaît les meilleurs points de ravitaillement. Les femelles, elles aussi, possèdent une organisation sociale. Elles héritent du même rang que leur mère, alors que pour les mâles, la domination est soumise à des changements constants. Ces babouins fouillent le sous-sol de la prairie en quête de bulbes et de tubercules. Les babouins se sont bien adaptés aux conditions de survie en plaines ouvertes et partagent leur temps entre l'herbe de la prairie et les forêts avoisinantes. Mais d'autres espèces ont élu domicile dans ces prairies dégagées. Les zones rocailleuses représentent le principal habitat des serpents tels que celui-ci, qui appartient à l'espèce des Bitis atropos. La fraîcheur de la nuit a ralenti son métabolisme. Comme tous les reptiles à sang froid, il doit se réchauffer avant d'être en mesure de se déplacer. Autrement dit, il recharge ses batteries en prenant un bain de soleil. Mais cela n'est pas sans risque, car ses surfaces ensoleillées sont exposées et font de lui une proie facile pour les rapaces prédateurs. Ce serpent appartient à la famille des vipères et possède des crochets creux pour injecter son venin. Et lorsqu'il se sent menacé, il vous le fait savoir. Il émet alors des sifflements et se soulève pour apparaître plus menaçant. Sa tête est triangulaire pour laisser de la place aux glandes à venin situées sous sa mâchoire supérieure. Il chasse en embuscade, attendant qu'une grenouille, un rongeur ou un lézard ait l'imprudence de traverser cette île rocailleuse dans un océan d'herbe. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore assez réchauffé pour chasser. Les formations rocheuses ne sont pas les seules à venir rompre l'uniformité de la prairie. Ici ou là, des ruisseaux et des cours d'eau traversent les versants verdoyants et de nombreuses espèces de plantes et d'animaux endémiques y ont élu domicile. La chaîne du Volkberg constitue un seul et immense réservoir d'eau. La montagne, comme une éponge, absorbe l'eau avant de la libérer lentement en une myriade de ruisseaux qui confluent ensuite en rivières, qui iront se jeter dans l'océan. Une fois formé, le ruisseau se déverse en aval, provoquant l'érosion du sol jusqu'au fond rocheux. Cette abondance en eau porte la vie. Les mousses se plaisent sur les rives humides. Les algues recouvrent les rochers et se nourrissent des nutriments dissous dans l'eau. Les larves de diptères, elles aussi, se cramponnent à la surface lisse des rochers. Les larves de simulis filtrent le plancton contenu dans l'eau. Mais ces existences sont précaires,
Plantes et animaux sont soumis aux caprices et aux tourbillons des courants. Des crues peuvent emporter les algues et déloger les invertébrés de leurs rochers. À l'inverse, les périodes de sécheresse prolongées risquent de voir les ruisseaux s'assécher. La bergeronnette à longue queue chasse les insectes le long de la rive. Un couple tel que celui-ci peut occuper un même territoire toute sa vie. Ils défendent leur territoire contre les intrus. Pour ce faire, il vaut mieux être deux. Et les bergeronnettes qui partagent un territoire trouvent plus de nourriture que celles qui vivent seules. La bergeronnette à longue queue est celle qui possède la plus longue durée de vie, puisque sa longévité peut atteindre 12 ans. Les bergeronnettes à longue queue agitent leur queue sans arrêt. On pense que cela sert à indiquer à leurs prédateurs qu'elles sont sur leur garde, prêtes à réagir au moindre danger. Alors que la rivière s'enfonce lentement mais sûrement dans la forêt, la vie aquatique change. La surface de l'eau est moins ensoleillée, si bien que les algues sur les rochers sont moins nombreuses. Ce sont maintenant les feuilles mortes qui vont alimenter la chaîne alimentaire et non plus les plantes vivantes effectuant leur photosynthèse dans l'eau. Les espèces animales vivant dans cette zone sont différentes. Elles ont évolué pour se nourrir de ces feuilles mortes. Dans les trous d'eau, on trouve des vairons. Cet habitat ombrageux convient aussi parfaitement aux grenouilles. La plupart des espèces de grenouilles se reproduisent en milieu aquatique. Ce mâle de l'espèce Amiesia queketi s'est accroché à sa partenaire pour l'accouplement. Ses pouces épais lui permettent de se maintenir en place malgré la viscosité de la peau de sa compagne. On peut dire qu'il s'accroche. Lorsque l'heure viendra, la femelle pondra des centaines d'œufs. Cela lui demandera un énorme effort et beaucoup d'énergie, ce qui explique que les femelles grenouilles soient plus grandes que les mâles. Son compagnon sur le dos, la femelle part à la recherche d'un lieu sûr pour pondre ses œufs. Dans la rivière, les prédateurs sont nombreux et risquent de dévorer ses œufs ou les têtards qui naîtront. Elle cherche donc un petit point d'eau, à l'écart des dangers. Le mâle n'a pas son mot à dire, mais il ne lâche pas prise. Sa seule mission consistera à fertiliser les œufs une fois qu'ils seront pondus. Mais il doit veiller à ne pas se laisser déloger par d'autres mâles jaloux. Un mâle célibataire tente de s'interposer par la force. Il persiste et tente par tous les moyens de séparer le couple si soudé. Mais la femelle est satisfaite du partenaire qu'elle s'est choisi et éloigne le courtisan insistant. Et conduit, il part en quête d'une femelle plus accommodante.
les ruisseaux se regroupent pour former des rivières toujours plus larges. L'eau accumule de l'énergie, creusant le paysage alors qu'elle s'écoule en aval. Lorsque les formations rocheuses résistent à l'érosion de l'eau, on voit apparaître des chutes d'eau. Un serpent natal vert chasse sur les bords du cours d'eau. Il ressemble à s'y méprendre au mamba vert, un serpent mortel, mais il est inoffensif. Ce reptile diurne chasse les grenouilles en eau peu profonde. Les serpents sont d'excellents nageurs, mais les courants dans ce torrent de montagne sont puissants. S'il a mal calculé leur force, ils risquent d'être emportés. Les rochers sont humides et glissants, et ils luttent pour ne pas tomber. Il a réussi. Les cours d'eau qui lézardent le paysage constituent l'énergie vitale de ces forêts primaires. Traverser les forêts de la montagne africaine revient à faire un voyage dans le temps. De nombreux arbres préhistoriques ont besoin d'eau en abondance. Et dans le Volkberg, en plus de la pluie, il y a aussi la brume qui vient hydrater la végétation. Partout, des gouttes de rosée recouvrent le paysage. Grâce à cette abondance en eau, les arbres deviennent géants. Ces forêts se nourrissent d'eau et de lumière. Mais ici, la compétition est rude et chaque arbre doit lutter pour s'élever au-dessus de ses voisins pour voir le soleil. Les feuilles, telles des panneaux solaires, capturent l'énergie de la lumière pour la convertir en nutriments qui permettront aux végétaux de pousser et de nourrir tous les habitants de la forêt.
Sous la canopée, la forêt est sombre, humide et ombragée. Une épaisse couche de fougères survit dans la pénombre. La forêt n'est pas uniforme. Elle est composée d'une mosaïque végétale. De jeunes arbres luttent pour s'enraciner dans la forêt sombre. Parfois, il s'agit simplement d'être au bon endroit, au bon moment. Car même le plus fort des arbres finira par tomber un jour, créant ainsi une ouverture permettant à la lumière d'atteindre les recoins inférieurs de la forêt. Et pour ces arbres ambitieux, c'est une chance unique de se faire une place au soleil. Les oiseaux et d'autres créatures apprécient le mélange d'ombre et de lumière offert par ces ouvertures. Un petit caméléon du Volkberg se dort au soleil. Les rayons du soleil attirent également les insectes. Les caméléons restent prudents quand ils sont à découvert, conscients qu'à tout moment, un rapace peut attaquer. Contrairement à ce qu'on imagine couramment, les caméléons ne changent pas de couleur pour s'adapter à leur environnement, mais surtout pour communiquer entre eux. Leur principale méthode de camouflage est leur démarche caractéristique, qui imite une branche ou une feuille agitée par le vent pour éviter de se faire remarquer par leurs prédateurs comme par leur proie. Les caméléons ne peuvent pas boire dans un point d'eau. Ils ne peuvent s'hydrater qu'avec les gouttelettes de rosée sur les feuilles ou les branches. Comme tous les reptiles, les caméléons sont des animaux à sang froid et ont besoin du soleil pour se réchauffer et activer leur métabolisme. Dans ces forêts, les rayons du soleil sont si précieux que certains végétaux sont prêts à tout pour trouver assez de lumière pour pousser. La plupart des arbres, pour atteindre la lumière, s'appuient sur des troncs solides. Mais certaines espèces contournent le système. Ainsi, le figuier étrangleur parasite les autres arbres et les utilise comme de véritables échafaudages pour élever leurs feuilles. Une fois que l'arbre support ne lui est plus utile, il l'étouffe, se débarrassant ainsi d'un concurrent gênant. Le treillis formé par l'étrangleur récupère les feuilles mortes et les écoulements d'eau, créant un véritable écosystème. Des plantes épiphytes poussent dans les replis du figuier étrangleur. Contrairement à lui, elles ne causent aucun dommage à leur hôte et restent à sa surface, s'appuyant sur les fissures et crevasses de son écorce pour s'élever vers le soleil. Une autre plante opportuniste pousse dans cette forêt. Les lianes ont des racines terrestres, mais utilisent d'autres arbres pour rejoindre les sommets de la canopée plutôt que de se constituer un tronc solide. Les arbres qu'elles choisissent grandissent moins vite et se reproduisent moins bien. Les lianes fonctionnent comme des autoroutes forestières qui permettent à un bon nombre d'espèces de traverser l'espace qui sépare deux arbres. Si cela confère un avantage à ces animaux, c'est encore au détriment des arbres, puisque ce sont les lianes qui permettent à des parasites et à des herbivores d'atteindre la canopée. Les arbres que les lianes épargnent bénéficient d'un avantage énorme.
Pour le petit caméléon de Volkberg, les ruisseaux et les rivières constituent des barrières infranchissables. Sauf si l'autoroute de liane vient à sa rescousse. Cette liane épineuse relie les carrés forestiers entre eux, en permettant aux petits animaux de traverser les cours d'eau. Le petit caméléon du Volkberg ne vit que dans la région dont il porte le nom. Il existe 17 espèces de petits caméléons en Afrique du Sud. Il est passé sur l'autre rive grâce au pont de liane. La forêt montagneuse africaine abrite de nombreuses espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Malheureusement, les alentours, dont la géographie est idéale pour la forêt, ont vu s'installer de nombreuses plantations d'arbres exotiques qui viennent détruire les végétations vierges. Les vallées du Volkberg constituent un des ultimes refuges de la forêt montagneuse africaine, parfois appelée Afromontagne. Seulement 1,5% du territoire sud-africain convient à la forêt vierge africaine. Vous en voyez ici les derniers fragments. Le réchauffement continental qui a fait suite à l'âge de glace a provoqué un recul spectaculaire de la forêt. Plus récemment, la progression de l'agriculture et des exploitations forestières a fini de la décimer. Elle est cernée par des plantations d'eucalyptus australiens et de pins européens et américains, autant d'espèces exotiques en Afrique. Ces plantations sont uniformes et biologiquement stériles. Elles couvrent d'importantes surfaces, mais comptent relativement peu d'espèces animales ou végétales originaires d'Afrique, alors que les forêts originelles sont des écotopes d'une incroyable richesse biologique. Dans les plantations, des arbres surplombent la canopée. Cet eucalyptus a 105 ans et mesure 81 mètres. C'est sans doute l'arbre planté le plus haut du monde. La réserve forestière de Woodbush Forest, située au nord du Volkberg, est la deuxième plus grande zone de forêt vierge d'Afrique du Sud. Grâce aux pluies et à l'humidité de la brume, c'est l'habitat idéal pour de nombreux oiseaux, dont le très rare perroquet robuste. Ils cherchent les bois jaunes, un arbre poussant dans cette forêt, et dont les fruits coniques constituent pour eux une source cruciale de nourriture. En effet, ils contiennent une substance vitale très importante pour ces perroquets. S'ils n'en trouvent pas en quantité suffisante, ils tombent rapidement malades et finissent par mourir. Les cercopithèques aussi apprécient les fruits des bois jaunes, mais ils sont moins exclusifs. Ils peuvent aussi se nourrir de fruits, de graines, de fleurs ou même de champignons. Les feuilles et les insectes figurent aussi au menu et constituent des apports en protéines. Les cercopithèques vivent en clans de 14 à 30 individus, dont un seul adulte mâle et de nombreuses femelles et jeunes singes. Les mâles quittent leur groupe lorsqu'ils sont âgés de 6 ans environ, soit pour former leur propre famille,
soit pour rejoindre un groupe de mâles célibataires. Dans la forêt vierge, des chênes venus de l'hémisphère nord se sont enracinés. Les cercopithèques, des gourmands très adaptables, s'y sont habitués. À l'autre bout de la forêt, d'autres gourmands récoltent eux aussi les fruits de saison. Durant l'été, les cicadales de Modjadji sont couverts de cônes. C'est un festin immanquable. Pendant 3 mois, la nourriture ne manque pas. Et les singes viennent se régaler chaque jour. Les cicadales sont impropres à la consommation humaine. Ils peuvent même être toxiques. Mais pour les vervets, ce féculent est inoffensif et nutritif. Ils ne sont pas les seuls à ripailler en forêt. L'aigle couronné survole son territoire à la recherche de mammifères de petite taille. C'est le plus puissant des rapaces africains. Capable de capturer une proie atteignant les 35 kilos, il peut littéralement cueillir les singes dans les arbres. Pourtant, ce formidable chasseur n'arrive pas à la cheville d'un prédateur bien plus discret. En effet, l'espèce la plus meurtrière en ces forêts majestueuses n'est autre que l'araignée. Cela paraît incroyable, mais le poids des papillons dévorés par les araignées en 1 an dépasse celui des singes capturés par les aigles couronnés. En effet, face aux géants de la forêt, il est aisé d'oublier les espèces plus petites. Les guêpes maçonnes collectent de la terre pour construire leurs ruches. Dans la nature, les plus petites créatures ont parfois un impact majeur. Les araignées existent depuis 100 millions d'années. Elles ont eu le temps de parfaire leur technique de capture. La plupart d'entre elles tissent des fils de soie. Ces fils sont constitués de protéines et tissés par ce qu'on appelle les filières. La soie des araignées est une des matières les plus résistantes de la Terre, ramenée à son poids. On classifie les araignées en fonction de la forme de leur toile. Il y a la toile en nappe, en dôme, en collerette ou en tube, et la plus grande de toutes, la toile orbiculaire, tissée par les araignées Nephila. Les toiles d'araignées sont des pièges mortels pour les insectes volants. Une fois qu'ils sont prisonniers, il n'y a plus d'espoir. Certaines araignées sont aussi capables d'injecter un venin létal à leur victime pour la paralyser, avant de l'enrouler dans la soie afin de la consommer plus tard. Intéressons-nous maintenant à une ancienne habitante de cette forêt,
enracinée ici depuis des milliers d'années. Il s'agit de la cicadale géante de Modjadji. Elle peut atteindre 13 mètres de hauteur, ce qui en fait le plus grand spécimen de cette espèce. Elles ont une allure préhistorique et leurs fruits ressemblent à un ananas gigantesque. Pour certains, ils ressemblent aussi à une pomme de pin. Une grande pomme de pin, puisqu'un cône peut atteindre 34 kg, soit le poids d'un grand singe. Il y a des cônes mâles et des cônes femelles. En général, les plantes sont pollinisées par le vent, car ces espèces végétales, appelées gymnospermes, sont apparues avant la pollinisation par les fleurs. Avec l'évolution, les fleurs ont permis aux plantes d'attirer les pollinisateurs, tels que les insectes ou les oiseaux. Les cicadales n'ont pas de fleurs de couleur vive. Nombre d'entre elles sont pourtant pollinisées par des insectes. L'étude des cicadales pousse certains chercheurs à penser que la pollinisation animale pourrait être antérieure à l'apparition de fleurs. Depuis des générations, le peuple de l'Obédou pense que la reine de la pluie protège la forêt vierge. À part à Modjadji, les cicadales sont une des espèces végétales les plus menacées au monde, mises en danger par la destruction de leur habitat et le commerce de plantes exotiques. La générosité des forêts de Modjadji simplifie la vie des familles de vervets qui trouvent plus facilement de la nourriture. Ils ont ainsi plus de temps pour l'essentiel, comme nourrir les petits. Les femelles vervets passent toute leur vie au sein de leur clan. Mais les mâles, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, migrent dans d'autres clans pour enrichir le capital génétique. L'épouillage est un moyen d'assurer la cohésion du groupe. Les femelles de haut rang sont souvent épouillées par des femelles de rang inférieur pour obtenir leur faveur. L'épouillage est plus rare entre mâles, et certains ne s'y prêtent absolument jamais. La dominance du mâle dépend de ses parties génitales de couleur bleue et de leur taille. Mais quand la nourriture est si abondante, ils sont plus occupés à se nourrir qu'à se jauger. Pour les jeunes, la vie n'est pas toujours facile. Ils ne savent pas encore comment tirer profit de ces magnifiques cônes. Mais la persévérance est toujours récompensée. Les cicadales de Modjadji ne donnent des fruits qu'une seule fois par an, mais permettent à ces singes de résister alors que leur habitat naturel ne cesse de se réduire.
Depuis toujours, les espèces animales et végétales des montagnes dans les nuages d'Afrique du Sud fascinent. Ce paysage a été défini par son climat si particulier. Un territoire menacé de toutes parts par des envahisseurs. Mais des fragments de forêts primaires résistent envers et contre tout. Elles abritent une extraordinaire diversité de faune et de flore. Ces massifs montagneux constituent un sanctuaire représentant la variété de notre présent, mais offrent également une merveilleuse vitrine sur notre passé.